Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Avant tout propos, nous tenons à adresser un message de respect et de considération au parti politique Restaurer l'Espoir suite aux propos tenus par Adrien Tchomakou lors de notre émission du 12 avril dernier. Il nous tient à cœur de rappeler que ces opinions n'engagent que l'auteur des dits propos et ne reflètent en aucun cas la position éditoriale de notre média. Nous regrettons sincèrement que cet échange ait pu prêter à confusion ou porter atteinte à l'image du parti politique. ESAE TV reste attaché au principe d'équité et de respect du contradictoire dans le traitement de l'information politique. Raison pour laquelle, au cours de la dite émission, il y avait un contradicteur qui n'a cessé de le rappeler à l'ordre, tout comme moi en tant qu'animateur. Nos sincères excuses pour le désagrément. Chers amis internautes, cette semaine, les propos de maître Adrien Humbedji ont défrayé la chronique, notamment ceux tenus au sommet de la jeunesse. Cela fait objet de polémiques et de controverses au sein de l'opinion publique nationale et internationale. On en parle dans le décryptage du jour, ainsi que de l'animation de la classe politique à moins d'un an des élections générales de 2026. Pour en parler ce samedi, je suis avec Emmanuel Oussou. Il est analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique, à la personne de Alphonse Moïse Soudé. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Carnet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin, ça fait un sacré bail. Vraiment, Je me rappelle de ces moments où vous étiez là tous les matins à 7h pour des rendez-vous. le temps a fait son œuvre. Merci une fois encore. Merci d'être là. Emmanuel Oussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Merci d'être là également. Emmanuel Oussou, qui est journaliste, analyste politique. Je vais démarrer par vous. Les propos de maître Adrien Humbedji ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez nous rappeler un peu ces propos et les circonstances au cours desquelles les dits propos ont été tenus? Merci. J'ai, comme vous, suivi l'actualité cette semaine et les propos du maître Adrien Humbedji ont, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, défrayé la chronique. Il s'agissait, vous avez déjà planté le décor, des propos tenus lors du sommet de la jeunesse béninoise qui a eu lieu notamment les 14 et 15 avril au Palais des Congrès, à la salle bleue du Palais des Congrès Le Cotonou, de oui. Cotonou. Voilà. Qu'est-ce Donc, qui a été dit? ce qui a été dit, c'est deux angles. C'est deux angles qui forcent les débats et les interprétations. Premièrement, une invite à la relecture du code électoral et ensuite la nécessité, je pense que c'est bien ça, hein. Ensuite il y a le code électoral et
voilà, la nécessité de que tout le monde participe, que tous les partis participent aux élections. Donc, l'inclusion, en fait. Donc, je pense que de façon ramassée, c'est les deux angles. Voilà, ce sont ces deux aspects qui font polémique. Qui font polémique. Mais pour vous, pourquoi cela devrait faire polémique? Merci. Moi, en tant qu'analyste politique, je vais faire une interprétation beaucoup plus scientifique, donc dépourvue de subjectivité. Et je peux, comme vous, effectivement, demander pourquoi ça va faire polémique. Vous voyez, on est dans des périodes sensibles. On tend déjà même vers des périodes sensibles, je vais dire. Et c'est normal, ça participe de la vitalité de la démocratie que des propos ne puissent pas peut-être rencontrer l'assentiment de telle ou telle personne, même s'il ne faut pas en abuser ou les sortir de leur contexte. Personnellement, en tant que politologue, ce que je peux en dire, c'est que ces propos sont quand même tributaires de ce que nous appelons, nous, en sciences politiques, on peut faire une lecture, ce que je veux dire, on peut faire une lecture de la vitalité de la démocratie, c'est-à-dire les acteurs à l'approche des grandes échéances électorales essaient de tenir des discours pour inviter à une représentativité pour que, comme le dit Dale, le jeu électoral puisse avoir sens et consistance. Donc, je pense que c'est dans cette analyse aussi simple et dépourvue de considérations partisanes qu'il faut prendre ces propos. Alphonse Maurice Oudé, vous, quelle est votre lecture de ces propos tenus au sommet de la jeunesse à Cotonou? Non, je crois qu'il faut se référer au thème. Maître Adrien Mbouji n'a pas parlé en anglais. Il faut se référer au thème de ce sommet-là. On dit 35 ans après la conférence nationale. Quel regard de 90 à nos jours. Et si ils ont invité Maître Adrien Mbouji, c'est qu'ils savent qu'au cours de ces 35 ans, il a capitalisé des expériences qu'on a souhaité qu'il partage avec la jeunesse. Donc, au-delà du fait qu'on lui reproche sa versatilité, son inconstance, mais il a été invité là en tant que personne ressource parce que de 90 à 2025, il a été très actif sur le terrain politique. Donc, c'est ça la lecture des choses. Et je crois que Maître Adrien Mbouji avait déjà fait une sortie en février dernier. Le discours n'a pas varié. Le discours lequel? C'est-à-dire qu'il faut des élections inclusives. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut donner la possibilité aux exilés de revenir au pays. Il faut relire le code. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez le code, cela peut mettre à mal notre vivre ensemble. Et il a dit qu'il a travaillé avec beaucoup de présidents de la République. Face à des situations données, on se retrouvait pour trouver quand même un consensus et qu'il y a possibilité de trouver un consensus. Parce que Maître Adrien Mbouji n'est pas le seul à parler de la relecture du code. Il y a plusieurs personnalités, il y a des penseurs qui ont mené la réflexion. Lesquels qui sont aussi au sein de la mouvance présidentielle? Pas forcément, je ne parle pas des hommes politiques. Vous prenez la conférence épiscopale, l'aumônerie des cadres et leaders de l'Église catholique, ils ont fait un travail sur le code. Ils ont invité toutes les tendances politiques, toutes les confessions religieuses à participer à ce séminaire et à la fin, ils ont produit un document qui prouve que ce code en l'état met à mal notre vivre ensemble. Donc, quand il y a un problème quelque part et que tout le monde en parle, qu'on prenne la peine. Moi, j'ai toujours dit, cela ne coûte rien aux 109 députés du Parlement béninois. Je dis, en fait, ils ont en griffe chacun encore à sa base, qu'ils descendent quand même vers leurs militants, qu'ils rassemblent leurs militants pour dire, mais ce code-là, nous l'avons déjà expérimenté. La preuve, quand nous faisions les élections municipales, vous avez vu, en pleine élection des maires, il y a eu Gbangban, on a dû faire une loi interprétative pour changer les choses. On ne peut pas continuer par changer les règles du jeu en cours du jeu s'il y a possibilité. Parce que les tests de la CEDEAO disent on ne touche pas aux tests 6 mois avant les élections. Et on a déjà sorti le chronogramme. Lisez le chronogramme. Les dates sont bien connues. Date de dépôt de candidature pour les législatives, pour la présidentielle. Donc, il faudrait qu'avant ces 6 mois-là, s'il y a des choses à corriger, parce que le code là en l'état, je vais vous dire ce qui va se passer. On risque de se retrouver dans 3 schémas possibles. C'est-à-dire que on reviendra avec un parlement monocolore uniquement à la mouvance, ou bien un parlement monocolore avec rien que l'opposition, ou bien, après le vote, pas de députés.
Personne élu. Vide juridique. J'ai une question à vous poser avant de retourner vers Emmanuel pour savoir ce que dit aujourd'hui Maître Adrien Ngoumbedji est dit également par bien d'autres acteurs politiques. Mais pourquoi les propos tenus par Maître Adrien Ngoumbedji ont suscité autant de commentaires au sein de la mouvance? Non, vous savez, le début de ce cours, Maître Adrien Ngoumbedji était président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'est pas indiqué à porter une telle revendication? Non, d'abord, il a participé un temps soit peu à la rédaction de ce code-là parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. En plus, il est membre d'un parti politique qu'on appelle l'UPR et les gens estiment que, en tenant compte de la discipline du groupe, il ne devrait pas tenir de pareils propos. J'ai dit, si M. Adrien Ngoumbedji a eu le courage de parler hors du parti, certainement qu'au sein du parti, le débat n'est pas ouvert. Si le débat était ouvert, parce que moi, j'observe tous les partis politiques de l'opposition de la mouvance, est-ce que le débat sur le code est ouvert à l'intérieur? Il y a quelques brebis tondues qui sortent, qui donnent leur avis, mais il faut que les partis politiques se prononcent, parce qu'il ne faut pas attendre. Ouais, quand on dit 20% pour les 24 séquences électorales, si j'en ai dans 23 et que je rate la 24e, basta, je perds tout. Ce n'est pas possible. Mais entre-temps, on avait dit 10% sur le plan national. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe à cette modification-là? Parce que quand on a corsé la loi, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même s'il y a des gens, pas hypocrisie, ils n'aiment pas s'exprimer à visage découvert, mais underground disent autre chose. Tout le monde constate, la société civile, les hommes politiques constatent que ce code-là pose problème. Donc, je voudrais que l'on ne continue pas de jeter des pierres à Maître Adrien Ngoumbedji. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est tellement qu'entre-temps, il a participé à un certain nombre de choses qu'on lui reproche. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a problème. Et en tant que sage, parce qu'on dit un vieux assis va mieux qu'un jeune homme debout. Donc, je voudrais au moins qu'on dise, mais ce que le patriarche dit, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai ou c'est faux, mettons-nous à table, relisons le code pour voir ce que ça va donner. Je vais d'ailleurs poser la même question à Emmanuel Oussou, savoir ce qui est dit par Maître Adrien Ngoumbedji, est-ce pertinent? Merci. Comme je vous l'ai dit, pour cerner les propos du maître Adrien Ngoumbedji, il faut, et déjà, M. Alphonse l'a dit, on dit que chez nous, les sages parlent à demi-mot. Donc, il faut aller cerner, chercher les implications, tout ce qu'il y a autour. Mais une analyse non partisane et dépourvue de subjectivité, voilà, de subjectivité, peut, comme je l'ai dit, je reprends encore, c'est un type de discours classique dans les régimes démocratiques pluralistes où les acteurs dans la conquête du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, essaient d'appeler à l'inclusion. Maintenant, voilà, j'allais répondre à la question que vous lui avez posée en disant, mais tout le monde le dit, pourquoi lui? C'est-à-dire que pourquoi le fait que ce discours vient de lui, pourquoi c'est ça qui pose problème? Et en partie, M. Alphonse a répondu à ça. C'est que quand on voit le schéma aujourd'hui, peut-être le citoyen lambda, d'accord, s'attend à ce que on ne puisse pas tenir une certaine forme de discours quand on est peut-être d'un bord politique donné. Donc, en l'espèce, le parti du maître Adrien Ngoumbedji lui-même, étant du bord politique de la mouvance, du moins pour ce qui est sur les papiers, sur nos analyses. Et donc, les citoyens peuvent se dire, mais s'il tient ce discours, mais ça, ce sont des considérations partisanes. Parce que, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition, le Bénin appartient à tout le monde, le pays appartient à tout le monde, donc les appels à l'inclusion ne doivent pas choquer l'entendement. Les appels en fait, c'est d'abord son avis. On appelle à l'inclusion lorsqu'il y a une menace d'exclusion. Selon. Est-ce que pour vous, en l'état, est-ce que vous constatez une atmosphère d'exclusion? Merci. Je pense oui ou non? Est-ce qu'il y a une atmosphère d'exclusion qui plane? Non. Pourquoi? Je m'explique. Il est certain, il est clair que le Bénin a essayé de mettre, comme on le dit, la barre très haut. D'accord, de mettre la barre très haut. Et de ce fait,
c'est une situation qui s'applique à tout le monde, tant au parti de l'opposition qu'au parti de la mouvance. Est-ce que, je vais donner un exemple très simple. Oui. Est-ce que dans une école, dans une salle de classe, est-ce qu'il faut adapter les curricula de formation au niveau intellectuel des élèves, c'est-à-dire peut-être ils sont moyens, est-ce qu'il faut, ou bien même médiocres peut-être, est-ce qu'il faut ramener le curricula de formation pour dire, bon, pour qu'ils aient la moyenne, généralement, pour qu'ils aient la moyenne, on va diminuer, on enlève les dictées, on enlève tout ça. Est-ce qu'il faut faire ça? Ou plutôt renforcer les élèves pour qu'ils puissent être meilleurs? Je crois que dans toutes les écoles, c'est ce qui se fait, on essaie de renforcer les élèves pour qu'ils soient meilleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques du Bénin sont à l'école, sont à l'épreuve des réformes. Et si le Bénin veut concurrencer, veut talonner les grandes démocraties, et comme nous aimons bien nous inventer, tout le monde sait que les Béninois, on va les tirer, je sais que les Béninois, ils n'aiment pas parler de notre pays, on est fiers de notre pays. Donc si on veut observer ces progrès-là, je pense que il y a même un autre acteur, il y a d'autres acteurs qui doivent entrer dans le jeu et dont on ne parle, les citoyens. On va vers des élections généralisées et le lampadaire est mis sur les partis politiques, mais ce sont les citoyens. Parce que les citoyens, en tant que faiseurs de roi, on va dire, parce que ce sont eux qui votent, en tant que faiseurs de roi, ont aussi un rôle à jouer. Les partis politiques de l'opposition, de la mouvance, on peut jouer leur partition si le jour-là, les citoyens ne sautent pas. Encore qu'on va vers des défis. Donc je dis, dans le défi, les partis politiques ont des défis. Opposition, mouvance, les citoyens aussi ont un défi. Non, ils doivent venir faire. Parce que quand on parle de 20%, je vais finir. Donc quand on parle de 20%, je pense que ça participe de la représentativité territoriale et locale de la qualité des dirigeants que nous avons. Et comme M. Alphonse a dit tout à l'heure, j'ai aimé quand il disait que on peut avoir des schémas où si ça prouve en fait que le jeu est... Ça prouve en fait ma réponse. Si la mouvance en l'état ne resserre pas les rangs, enfin ne fait pas un travail de fond, ils vont constater les dégâts. Si l'opposition ne fait pas un travail de fond, en fait le test est au-delà des individus, des personnes. Mais on débourse des milliards et que à cause des textes, personne n'est éligible au partage des sièges. Ça, ce sera un pis-aller. Ce sera, c'est-à-dire le schéma le plus... mais c'est possible. Mais probable. Mais je pense que la loi a quand même permis, la loi permettait en fait, dans cette disposition, comment trouver d'issue à cette situation. Comment? Quand on parle quand la loi parle aujourd'hui des ententes, des accords. Accords de gouvernance. Des accords de gouvernance. Et si malgré l'accord de gouvernance, on n'obtient pas? Eh bien, le Bénin va faire qu'à école. Le Bénin va faire qu'à école et je compte sur le génie béninois, je compte sur le génie de notre génie à tous pour pouvoir nous sortir de cette situation. Mais il n'est pas forcément question, après si on veut aller de l'avant. Après les milliards consumés. Non, mais si on veut aller de l'avant, il faut quand même essayer de ne pas se tirer vers l'arrière, essayer de faire les choses à l'instar des grandes démocraties desquels nous prenons exemple. Alphonse Moïse Soudé, on a vu aussi circuler il y a quelques jours ou quelques heures, si on peut le dire ainsi, un communiqué du PRD. Est-ce qu'on peut dire que le PRD existe encore? Je voudrais revenir sur les propos de mon vis-à-vis. Je crois qu'on a sorti le chronogramme. On a sorti le chronogramme des élections. Si on vote pour les législatives et les communales en janvier et qu'on n'a pas de parlement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dites-moi ça. Si en janvier, au thème des élections, personne n'a les 20% et qu'il faut reprendre, de la politique, l'élection présidentielle... Et si on reprend, on a encore le même résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment vous êtes pessimiste? Non, vous savez, quand on fait les analyses... Quand on fait les analyses, il y a tous les schémas possibles. Je vais vous dire une chose. Quand moi je parle d'exclusion, c'est quoi l'exclusion? Moi, écoutez, je donne mon parrainage à Kader pour qu'il soit candidat. Ça veut dire quoi? Que c'est ma caution morale. Tout acte posé par Kader m'engage. Maintenant, on me dit, j'ai l'obligation de parrainer le candidat à moi désigné par mon parti. C'est-à-dire que je n'ai pas de choix. Que je sois pour ou contre, je donne. Et quand vous regardez le chronogramme, écoutez, je le dis et je vais le répéter, si un député, si un élu s'entête à ne pas remettre
son parrainage. Parce qu'on dépose les dossiers pour la présidentielle D'abord, en octobre. le parrainage n'est pas valide s'il n'y a pas... En octobre, non, je dis en octobre. D'abord, on dépose les dossiers en octobre pour la présidentielle et en novembre pour les législatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, en tant que député de parti de Tatampion, élu de Tatampion, je dis je ne donne pas mon parrainage, c'est que du coup... Quand on fera la liste, je ne vais pas y figurer. Je suis botté à la touche. C'est ça. Nous sommes sur un terrain politique. La preuve, pour les élections dernières, les gens disent j'ai donné mon parrainage, mais je ne sais même pas à qui réellement on a donné mon parrainage. Et je dis, il y a la juste limite. Il y a la juste limite. Donc, il faudrait qu'on relise le code, qu'on corrige ce qui est corrigé. Le PRD... Pour vous, qu'est-ce qui est accordé de façon précise dans ce code-là? Est-ce exclusivement cette disposition de 20% qu'il faut revoir rabais? Il y a aussi la limite des 28 députés, des 28 élus. Des 28 élus. Parce que le problème, c'est quoi? Quelle limite? Quand on dit, par exemple, c'est 28, on a dit. Quand on dit, par exemple, que on ôte aux députés la possibilité de choisir. Parce que si dans mon parti, j'ai 4 duos, par exemple. Donc, j'ai 4 duos. Normalement, on donne la possibilité aux élus de ce parti-là de choisir ceux à qui ils vont remettre. Mais on a dit, si le bureau politique dit que c'est Kader qui sera candidat, vous avez l'obligation tous de remettre ça. C'est pas possible. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une cohérence? Lorsque, par exemple, je suis militant d'un parti politique soudé, par exemple, vous pardonnez, et que je suis militant de ce parti, j'ai été élu au Parlement grâce à ce parti soudé, et que c'est parce que le parti soudé m'a positionné que j'ai pu être élu et que je suis en possibilité de pouvoir parrainer un candidat. Tout à fait. Et qu'il y a un parti qui s'appelle Oussou qui n'a pas de parrain et qui a besoin de parrain. Est-ce que je dois marchander mon parti directement avec Oussou ou il revient à Oussou de venir échanger avec Soudé pour quérir ce parrainage éventuellement? Je ne parle même pas des candidats hors parti. Je parle même d'abord à l'intérieur du parti politique. Certains partis peuvent avoir la possibilité de présenter beaucoup de candidats. C'est pourquoi j'ai dit, sur tous les plateaux où je suis passé, j'ai dit il faut trouver le mot de désignation. C'est d'abord là qu'il y a problème. C'est-à-dire que dans l'UPR, dans le BA ou bien dans, comment on a appelé ça, les démocrates, plusieurs personnes peuvent avoir envie d'être candidats. Mais ça, vous ne pensez pas que c'est le fonctionnement, vous touchez au fonctionnement interne de parti? Non. C'est comme si vous voulez les aider à s'organiser. Le code n'a pas prévu ça. Le code n'a pas prévu le mot de désignation. J'ai dit, quand vous voyez tel que le code se présente, il y a les 20%. Il y a le nombre de parrainage. Il y a que le code doit préciser le mot de désignation au sein des partis politiques. C'est clair. Il faut régler ces petits détails-là. Si moi, je suis candidat à la candidature et que j'échoue de façon loyale, ok, basta. Mais vous savez que vous allez constater en 2019 et en 2023 pour les législatives, il y a des personnes, des hommes politiques qui ont fait campagne contre leur candidat parce que ce n'était pas le candidat de leur choix. Ils n'étaient pas d'accord, ça a été fait. Est-ce qu'on doit encourager ça? Est-ce que les gens ont été associés dans le choix? Est-ce que les gens ont été associés dans... Même dans... Vous avez donné l'exemple des classes. Le professeur principal n'impose pas le responsable. Le professeur principal n'impose pas le responsable. Le collège n'impose pas le responsable. On dit, qui sont ceux qui veulent être responsables? Vous levez tous la main et on vote. C'est ça, vous avez parlé de classe. Donc il faudrait, parce que c'est ça la démocratie à la base, donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Quand vous développez dans les partis politiques l'omerta, c'est ça qui a donné ce que Adrien Humbwedi a fait. Si Adrien Humbwedi avait eu peut-être la possibilité au sein du parti que ce débat-là soit ouvert pour qu'on en discute, je suis convaincu qu'il n'allait pas faire cette sortie. Et vous voyez le communiqué du parti. Oui, pour en venir, merci. Et ils sont en train de défendre leur leader. Et regardez bien le communiqué. Il y a le logo du PRD et le communiqué est signé justement par le secrétaire général adjoint du PRD. Ça veut dire quoi? Que le PRD existe toujours, a envie de prendre ces marques vis-à-vis de l'UPR. Donc c'est là la crise. Parce que je dis, si Maître Adrien Humbwedi est sorti une fois pour tenir un discours, il sort la seconde fois, il tient le même discours, c'est qu'il y a un problème. Et quand moi j'ai vu le communiqué, j'ai dit, mais attends, le PRD n'est-il pas toujours membre du parti? Ça veut dire quoi? Que au niveau de l'UPR, il faudrait que le bureau politique ce qu'on va dire, le progressiste, le renouveau. Il faut que le bureau politique prenne ses responsabilités parce que il y a ce qu'on appelle discipline de groupe. Et quand ça arrive comme ça, il y a d'autres partis qui sont entrés dans l'UPR.
qui peuvent aussi aujourd'hui se dire, bon, vu que je n'ai pas eu gain de cause, moi, je reprends mes attributs, je reprends les attributs de mon parti politique. Je signe les communiqués au nom de ce parti qui est supposé être enterré. Donc, il va falloir que... C'est pourquoi je dis, on a dit les partis politiques qu'on appelle animent la vie politique. La première fois où le PRD est sorti, on a vu le PRD a fait sa réunion à Porto-Novo, on a vu l'arc-en-ciel. À part carrément, on a mis le PRD. Donc, je dis, le bureau politique de l'UPR doit pouvoir orienter aujourd'hui les citoyens. Parce que, est-ce que les citoyens reconnaissent encore l'existence du PRD? Est-ce que le bureau politique de l'UPR reconnaît l'existence du PRD? Si ce n'est pas le cas, qu'on sorte et qu'on nous clarifie cette situation, parce que ça fait un méli-mélo que plus personne ne comprend. J'aime plutôt la conclusion. Oui, allez-y. Quand il dit qu'il faut que l'UPA, le bureau politique de l'Union progressiste de renouveau sorte pour pouvoir clarifier. Je pense que ça va beaucoup plus éclairer l'opinion publique et les commentaires n'iront pas bon train. N'iront pas bon train. Mais est-ce que selon vous, on peut dire que le PRD existe encore toujours? Écoutez, je ne suis pas... Vous ne maîtrisez pas la cuisine interne. Voilà, je ne suis pas la cuisine interne du PRD et je ne sais pas quelle forme d'accord il est lié de façon juridique à l'UPR. Est-ce que toutes les clauses ont été remplies? Donc voilà, donc ça reste des avis qu'on ne peut pas objectivement donner tant qu'on est à l'extérieur. Mais tout compte fait, est-ce qu'on peut pas dire, sans risque de se tromper, que ce communiqué-là crée une confusion dans la psychologie du militant lambda qui, en temps peut-être ex-PRD, se disait on a fusionné avec l'Union progressiste et donc désormais on a UP le renouveau. Vous auriez souhaité que le communiqué porte l'entête et l'emblème du l'UPR, c'est ça? Même si ça pourrait avoir une autre forme. Comme vous savez, on peut parler de la cellule de communication. Le problème qui se pose, c'est un peu quand même dommage que Maître Adrien Oumbédi a fait des déclarations. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse une lecture politique de ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas la peine de s'attaquer à sa personne. Il y a le respect de l'aîné. Ce qu'il a dit. Mais souvent, on a vu des acteurs politiques. J'ai dit une fois, et je vais peut-être répéter, dit, ok, des gens n'ont même pas dit ce que Maître Adrien Oumbédi a dit, ils ont été sanctionnés. Qui vous souviennent de Christophe Roundongo, qui vous souviennent de Abimbola, des gens ont dit des choses pas aussi si importantes, ils ont été sanctionnés. Est-ce que dans les partis politiques, on fait du 2 poids 2 mesures? Et c'est pourquoi je dis que dans les partis politiques, il y a un problème au niveau des fonctionnements. Des gens ont dit moins que ça. C'est vrai que ces personnes n'ont pas le même poids politique. Mais quand on est membre d'un parti politique, on a les mêmes droits et on a les mêmes devoirs. Donc, tant qu'on ne va pas nous clarifier la situation, le PRD, il a trouvé un boulevard et puis il emprunte le boulevard. Il emprunte le boulevard. De toute façon, on va observer et voir ce que va sortir du côté de l'Union progressiste, le renouveau, peut-être sur le week-end. C'est sûr qu'on va suivre un peu les programmes télé et voir si le porte-parole de la formation politique aura opiné sur cette situation d'actualité. Peut-être la semaine prochaine, on va peut-être revenir et poursuivre les commentaires. Mais depuis quelques jours, quand même, on s'interroge. Alphonse Moïse Soudé et Emmanuel Rousseau, on s'interroge de savoir qu'en est-il pour l'élection présidentielle de 2026. Pour la première fois de son histoire, le Bénin organisera des élections générales et c'est toujours l'omerta pour ce qui est d'éventuels candidats à la présidentielle et de potentiels candidats aux législatives et communales. Vous voulez commencer par moi encore? Je vous aime si bien. Très bien. Non, écoutez, c'est particulièrement intéressant puisque je marchais hier et j'ai entendu un zim. Il dit, je le dis en langue, hein, pour 2026, c'est-à-dire que 2026, on est impatient de savoir comment les choses veulent se passer. Donc, voilà. Pour revenir à votre question, oui. On va vers des élections générales et on se demande comment les partis se préparent, voilà. On demande comment les partis se préparent. Et en tant que politologue, on peut dire qu'on observe une routinisation de la compétition. C'est-à-dire, c'est comme d'habitude. Ah bon? C'est comme d'habitude. Et il y a ce qu'on appelle les préparatifs immédiats et les préparatifs lointains.
on n'est pas forcément... Déjà, les préparatifs lointains, il y a la formation des clans par endroit. Vous en observez le clan formé quand on dit formation des clans, c'est beaucoup plus au niveau des discours. Par exemple, le cadre de concertation de l'opposition. C'est quand même... Ça montre que voilà des acteurs qui veulent s'unir ou bien unir leurs forces pour pouvoir... qui vont vers un objectif. Donc, il y a beaucoup d'autres discours qui quand même sont des signaux, on va dire, annonciateurs de 2026. Et précisément, ce qu'on ne doit pas perdre de vue, le fait que pour se préparer aux élections, les préparatifs lointains ne demandent pas forcément ne sont pas bruyants. Donc ça se fait au niveau des quartiers, des QG, des quartiers généraux, des partis politiques. Ça se traduit un peu à l'externe dans les discours où on dit mais c'était tel acteur tient tel discours, ne serait-il pas en train de quel parti on va le situer, parce que les gens veulent analyser les discours. Donc moi je pense que je reste optimiste. Je pense que le Bénin est une démocratie pas des moindres en Afrique, et si on observe on va dire peut-être un griffe silence où la scène politique n'est pas encore bouillante comme on l'aurait souhaité, je pense que, comme on dit chez nous en Afrique, le taureau qui va derrière, c'est pour ramener des forces. Je pense qu'il y a un travail interne qui se fait au niveau des partis, puisque ce sont les premières élections générales que le Bénin doit faire. Et les partis doivent mobiliser 3600 personnes environ. Et tout ça, tu ne peux pas vouloir avoir toutes ces échéances-là et dormir. Donc, et même si nous, en tant que citoyens, on ne voit pas ce qui se fait, l'émulation, je pense qu'il y en a, et il y en aura davantage les prochains jours, les prochains mois. Est-ce que vous partagez le constat, Alphonse Moïse-Soudi? Mon constat est autre. Merci. Le chef de l'État a été clair avec les partis de la mouvance. Il a dit plusieurs fois. Il a répété encore dans Jeune Afrique. On n'ouvre pas le débat sur la présidentielle maintenant. C'est 6 mois avant l'élection. Il a été clair. Vous avez vu quelqu'un lever son doigt dans la mouvance pour dire que lui veut être candidat? Il ne peut même pas dire ça dans sa chambre. Non. Rien. Non, le chef l'a dit. Et quand le chef l'a dit, qui est allé contre? J'ai dit, qui est allé contre? Quand on dit on n'ouvre pas les débats, excusez-moi, quand on dit on n'ouvre pas les débats, est-ce à dire on n'ouvre pas le débat public? Mais on doit faire un travail interne. C'est pas le jour là qu'il faut se lever. Donc vous ne suivez pas l'actualité politique? Ah ben je suis, très bien. Vous ne suivez pas l'actualité politique? Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Le fait de dire on n'ouvre pas les débats, ça ne suppose pas que les partis... La preuve, on dit qu'il revient aux partis de faire un travail pour pouvoir proposer, selon le système partisan, des candidats. Je ne pense pas que les partis vont se lever ex nihilo pour dire aujourd'hui, demain c'est l'échéance, voici la veille, voici notre candidat. Non, ils sont en train de faire un travail, même si on dit qu'il n'y aura pas de débat sur ça. Je pense beaucoup plus qu'il s'agit du débat public passionné et partisan. Alphonse Moïse-Soudi, oui, allez-y. Je vais demander à mon ami d'aller lire les 22 pages de l'interview du chef de l'État. Allez lire ça. Vous allez comprendre ce que je dis. Je dis, même si on n'ouvre pas le débat, quand même, dans les cercles fermés, on ne peut pas parler de candidature. Je dis, on n'en parle pas. Que ça soit dans l'opposition. Écoutez, vous avez vu le sort qu'on a réservé à OB26, nous sommes des Béninois. Nous sommes des Béninois. Vous avez vu le sort qu'on a réservé à OB26. Allez, je vous dis, moi j'ai dit, au-delà de tout, moi j'ai dit aux hommes politiques, il y a des hommes politiques qui n'avaient pas lu Jeune Afrique. Et je leur ai dit d'aller lire. Quand ils ont lu, ils m'ont rappelé. Ils n'ont qu'à aller lire. Tout le programme du chef de l'État, géniteur des deux partis de la mouvance, il a été clair. Il a été clair. Et tant que l'opposition aussi hésite à désigner son candidat. Pourquoi elle hésite? Nous sommes sur un terrain politique. Et sur le terrain politique, on cherche les moyens d'éliminer son adversaire. Ça, c'est clair. Si quelqu'un aujourd'hui est en champion, on dit que le duo c'est ici Y, vous allez voir comment on va sortir des choses. Donc vous comprenez qu'un travail se fait, même si ce n'est pas public pour le moment. Non, aucun travail ne se fait. Au niveau de la mouvance. Je dis aucun travail. Vous savez. Les constats sont différents. Non, voilà. Moi, j'ai du plaisir. Depuis que le chef de l'État est venu en 2016, j'ai du plaisir à le suivre, à l'écouter. Du plaisir partagé. Et ce qu'il veut faire, il le dit. Quand même les gens ferment les yeux, les gens refusent de voir ce qu'il veut faire. Il annonce ça. Il l'a déjà annoncé. Il l'a fait dans une interview au palais où il a dit non, que si on commence pas à mener le débat sur les élections, ça va bloquer le programme d'action du gouvernement. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le chef de l'État qui l'a dit pour dire par conséquent, c'est pas l'ordre du jour. On le fera. Mais Alphonse Moïse-Soudi, il y a une interrogation qui taraude les esprits de certains Béninois. Est-ce parce que le chef de l'État, le président de la République,
chef de la mouvance présidentielle, dit que le débat ne peut qu'être ouvert à 6 mois des échéances, que cela empêche Vous voyez, des citoyens lambda, des personnes qui nourrissent l'ambition de diriger leur pays, de dire Uri Torbi, j'ambitionne diriger mon pays, j'ambitionne faire ceci, les candidatures et revenant au sont parti portées- politique. Les candidatures sont Il peut le portées- dire en l'air, et revient au parti politique d'approuver, d'adouber ou pas. Maintenant, nous cette avons tous fait le candidature. constat que personne ne le dit. Pourquoi? Alors, Il y a un gendarme invisible. parce que le problème, c'est quoi? J'ai dit, moi je suis partisan des primaires, par exemple, au niveau des partis politiques. J'ai dit, le seul mode de désignation démocratique, consensuel, ce sont les primaires. C'est-à-dire que tous ceux qui ont l'ambition d'être président de la République, vous vous inscrivez, vous formez vos duos, et nous soumettons ces différents choix-là à l'interne, bien sûr. Peut-être au cours d'un congrès où tous les 12 départements sont représentés, nous soumettons ces différents choix aux délégués. Et c'est peut-être les deux duos, les deux meilleurs duos, représentent ici le parti politique. Mais je dis, je n'entends pas. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas les membres du parti qui votent, hein. C'est nous les citoyens qui votons. Et si aujourd'hui, nous sommes en avril, hein, nous sommes en an de la présidentielle, je ne sais même pas qui c'est qui veut diriger le Bénin. Parce qu'il faut. Le Bénin, c'est pas Cotonou. Non, c'est pas qui veut, qui souhaite. Qui souhaite diriger le Bénin, il faut qu'il commence par se prononcer et qu'il commence déjà par faire ça tourner pour que les Béninois le connaissent. Parce que campagne? non, vous n'avez pas vu des gens faire des tournées sans dire qu'ils sont en campagne. Ça Ah fait oui. des opinions personnelles. Mais oui, il y a des gens qui ont fait le tour du Bénin sans pouvoir dire qu'ils sont en campagne. Je ne veux pas citer un nom ici qui a profité de sa seconde casquette pour faire le tour des communes du Bénin. Mais ça aussi, c'est une forme de campagne déguisée. Je pense plutôt, Oui. je pense que Oui. on est en train de faire du deux poids, deux mesures. On est en train de vouloir, si on se rabat sur les propos de Patrice Talon, du président Patrice Talon, à Jeune Afrique notamment sur l'interview, et en même temps, si on fait le même constat des autres, au niveau des autres chapelles politiques, on voit clairement qu'il s'agit de l'économie de la confiance. On analyse ça en économie de la démocratie. Je ne pense pas que les propos du président Patrice Talon ce soit ça qui agisse au niveau des autres partis. Mais vous Comme connaissez, vous l'aviez dit. Comme cher vous l'aviez ami, dit. vous connaissez la difficulté de l'opposition. Très bien. je connais peut-être pas L'opposition, LD, a 28 parrains. 28 parrains. Il suffit juste qu'un député ne soit pas d'accord avec le duo désigné, et puis l'opposition, paf, il y a pas aux élections. Ah oui, c'est ça que les gens ne voient pas. Il suffit Tout à que deux fait. députés disent, moi, lui là, sa tête ne me plaît Donc, pas. il joue la carte de la prudence, Mais c'est clair. Et ils vont faire accord de, qu'on appelle, de gouvernance. avec FCBE, qui a 6 mai. Écoutez, FCBE dit, moi je... On n'en sait rien encore. Non, non, écoutez, il faut faire. FCB dit que je suis d'accord avec vous, je vous donne mes 6 élus pour que ça fasse, comment on appelle, 34. 34. Mais j'exige la vice-présidence. La vice-présidence. J'exige la vice-présidence. Ça, c'est les accords politiques. Et ça va faire bang-bang là. Ça va faire bang-bang. Donc, Mais c'est légitime pour c'est être légitime quand mais même. c'est que c'est légitime que qu'il vienne être utile Ok, quand même. donc, Ils veulent aussi Voilà. servir. Ils veulent servir. donc ça va faire Avoir bang-bang. 27, c'est pas, on n'est pas Mais vous puissant, avez donc, vu, même s'il donnait ce même que un, je dis là, vous allez constater, il y a un parti qui n'avait qu'un seul conseiller dans la commune de Abomey-Calavi, mais qui a fini par avoir la mairie d'Abomey-Calavi avec son seul conseiller. Parce qu'il dit, si vous voulez les autres, moi je réclame, je vous donne. Mais ça a posé problème par la suite. Unique et décisive. Donc je dis, c'est pourquoi je dis il faut revoir. Parce que il ne sert à rien d'avoir un parlement monocolore. On a fait l'expérience d'un parlement monocolore. Que ça soit, parce que si c'est uniquement qu'on appelle la mouvance, ça va renforcer les actions les actions de Patrice Talon. Mais si c'est une opposition uniquement, un parlement uniquement opposition, cela peut mettre en mal tout ce que Patrice Talon a fait. Donc il faudrait que... Mais il y a une question que je vais vous poser à tous les deux. Je commence par Emmanuel Roussou tout à l'heure. Alphonse Roussou disait tout à l'heure que pour désigner les candidats, que ce soit au niveau de la mouvance ou de l'opposition, il faut procéder par les primaires. Est-ce que vous pensez que pour ces élections-là que nous aurons, il y aura véritablement
des primaires libres au sein des formations politiques? Enfin, vous avez enfermé votre question dans une certaine forme de néologisme libre là que vous mettez dedans. Là, on est dans le débat. Je pose une question. Vous reposez la question sans Répondez, livre. on va répondre tout à l'heure. Vous reposez la question sans livre parce que là, on est. Est-ce que vous voulez savoir s'il y aura des primaires libres? On est ces deux cas différents. Il peut y avoir des primaires ou des semblants de primaires aussi. Bon, là, ça devient subjectif. Non, Mais c'est pas si l'idée est de Oui. savoir s'il y aura des primaires, Oui. déjà, je pense qu'il y a un parti politique qui était lors d'une émission en télé, a dit que l'une des innovations qu'ils veulent, je ne vais pas appeler le nom du parti, qu'ils veulent faire, c'est de faire des primaires. Je me suis dit, waouh, comme aux États-Unis, on aura des primaires au Bénin, c'est bon, ça va chauffer en 2006, c'est bien. Donc, je pense que rien que ça peut me permettre, moi, de façon citoyenne, de dire que, bon, voilà, c'est ça, rejoint en fait mon discours en disant que le silence qu'on observe actuellement, ce n'est pas de l'inaction. C'est pas de l'inaction. Et il y a plusieurs cartes qu'on va nous rabattre, et puis nous-mêmes, en tant que citoyens. Vous ne lisez pas de la peur dans l'air? La peur dans... Nos acteurs politiques, ils sont les mêmes qu'on a connus avant 2016. Bien sûr. Ils sont les mêmes qu'on a connus en 2011. Bien On sûr. sait Avant les échéances, il y a des reconfigurations toujours de la classe. On sait qu'il y en a qui disent qu'ils veulent diriger le Bénin, pas parce qu'ils savent qu'ils sont en posture ou en capacité de pouvoir être élus président de la République, mais parce qu'ils veulent partager avec l'opinion publique nationale et internationale leurs solutions aux maux du Bénin. Est-ce que vous ne pensez pas que même si on ne peut pas avoir de candidats valeureux encore sur la scène, qu'on puisse avoir des personnes qui soient à même de dire j'ambitionne diriger le Bénin et si je pouvais diriger le Bénin, je peux, à tel niveau, je peux signer ça. Totalement, bien que ça serait contraire à la charte des partis politiques qui veut que quand même les citoyens, enfin qu'on ait des partis politiques forts, et je pense que il n'y en manque pas des initiatives individuelles isolées. J'ai même vu, je ne vais pas appeler son nom, il y a une page Facebook qui a été créée et un certain monsieur Ins, du président aux élections. Donc, il y a quand même des initiatives isolées, bien sûr. C'est du président aux élections législatives. Oui, à Moïse Soudé, la même question. Venant d'une personne qui n'est pas membre d'un parti politique, elle est vaine. Très bien, c'est ce que je lui disais. Toute initiative venant de toute personne, n'étant pas membre d'un parti politique, cette initiative, elle est vaine. Non avenue. C'est clair. Vous voyez les questions dans lesquelles les gens donnent leur parrainage. Qui vous souvient des dossiers sous ici, ce qui a fait beaucoup de bruit. Écoutez, j'ai dit, chaque fois, depuis 90, c'est pourquoi, quand on a donné la parole, on vous dit, depuis 90, il y a des expériences que nous devons capitaliser. Vous avez vu l'élection présidentielle de 2021? Vous avez vu ceux qui se sont présentés? Est-ce que ce n'est pas des duos qui veulent confirmer à la face du monde que les élections sont libres et démocratiques au Bénin? Mais je dis, quand on a fait le grand regroupement de partis politiques, ça doit être animé. J'ai vu le PASTEF au Sénégal. Le PASTEF a commencé très tôt, 2 ans, même 3 ans, voire 4 ans avant l'élection présidentielle. Il y a aussi le fait que le leader... Bon, je dis, qu'est-ce qui empêche les gens de faire ça? Parce que le problème, c'est quoi? Les partis ne sortent plus, c'est l'omerta, plus personne ne parle. Il y a quand même quelques activités. Il y a des activités. Quelles activités? Quand vous dites sortir, vous voulez parler de quoi? Sortir quelles activités? Non, écoutez, on va les tasser, disons. Non, vous savez, moi je ne fais pas la langue de bois. Donnez-moi un exemple d'activité menée par les partis politiques. Je ne parle pas seulement des AG. On a vu la journée internationale des droits de la femme. Aucune formation politique n'est restée en marge de cette situation. Ils l'ont saisi. Il y a beaucoup de choses. Pour donc, quand même faire des mobilisations déguisées. C'est comme ça qu'ils animent la vie politique. Quel genre d'activité quel est le rôle des partis politiques? Quel est le rôle des partis politiques? Et sur quelle base les gens intègrent-ils les partis politiques? Bon, j'entre dans un parti politique parce que je suis peut-être DG quelque part. Je veux nécessairement une idéologie. Vous savez combien de membres de partis politiques ont lu les textes fondateurs de leur parti? C'est comme je l'ai dit. Il faut ici, les 109 députés, ils votent là. Vous savez combien de députés ils lisent les lois? Non, il ne faut pas nous dire des choses comme ça. Il faut que... Parce que vous voyez, j'ai aimé sous Soglo, sous Yahi, non, sous Kérékou, sous Yahi, tous les parlements
à 1 an des élections, à 2 ans, les députés se sont libérés. Sous Yahi, les députés, il y avait des députés de la mouvance qui ont dit on va faire une loi pour dire il faut avoir ces journées 1 an. Les députés qui soutenaient Yahi en son temps, ils se sont révoltés. La loi n'est pas passée. Sous Patrice Talon, beaucoup étaient acquis à Yahi Boni, mais sous Yahi Boni, beaucoup étaient acquis à Yahi Boni, mais après, ils se sont relâchés pour soutenir Patrice Talon. Aujourd'hui, je ne vois pas ça. Parce que le problème, c'est quoi? Si nous attendons 6 mois, on ne pourra plus corriger aucune loi. Aucune loi. Si nous devons respecter les dispositions de la CEDEAO. Et donc, c'est le moment. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, moi, j'aime bien discuter avec les hommes politiques, certains députés. Quand vous êtes en offre, ce qu'ils vous disent, c'est pas ce qu'ils disent. Il y a des choses qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas dire. C'est comme s'ils sont... Est-ce que vous avez encore espoir à cette relecture du code électoral? J'y crois fermement. À cette éventuelle. Oui, j'y crois fermement parce qu'il faut qu'on en parle. Tout le monde en parle. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Mais il y a des acteurs politiques, notamment ceux de la mouvance, qui pensent que le débat n'est pas pertinent. Quel débat? Sur le code? Autour du code, ceux qui estiment que les 20% sont trop... Oui, vous savez, pour que ce code-là soit relu, il faut forcément l'accord des députés de la mouvance. Il faut forcément l'accord des députés. Mais lorsque vous les voyez, lorsque vous suivez la posture de leur patron, est-ce que vous sentez ils sont des signes annonciateurs? Ils sont disciplinés à l'excès. Ils sont disciplinés à l'excès. Et j'ai dit, et je vais répéter ça sur votre plateau, il y a des hommes politiques qui, après 2026, vont prendre leur retraite politique. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître de la scène. Ils ne seront ni maires, ni députés, ils vont retourner à la maison. S'ils ne font pas attention. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ce code-là va frapper l'opposition, ce code-là va frapper tous les hommes politiques qui ont envie d'occuper des postes de responsabilité de la République. C'est ce que je dis. Moi, ce n'est pas que je défends X ou Y, mais ça concerne, le code prend en compte toutes les élections qui seront organisées au pays. Donc, il va falloir que les hommes politiques ils prennent leurs responsabilités. Écoutez, vous avez vu que depuis un certain temps, le taux d'abstention est très élevé aux élections. Parce que les populations n'y trouvent plus leur compte, ou bien leurs leaders. Parce que les populations, la plupart, ce sont des analphabètes, mais les leaders disent, nous, on ne veut pas... Est-ce que c'est leader ou, avec la réforme du système partisan, où il n'y a plus les individualités, les gens ne s'activent plus dans la mobilisation, non, vous savez, comme par le passé? Nos populations, la plupart sont analphabètes, ils ne lisent pas. Parfois, vous allez dans les bureaux de vote, les mémés vous demandent de leur montrer sur l'affiche tel candidat, pour qu'on lui a dit que c'est tel, il faut mettre le cachet. Et vous avez vu, quand certains n'étaient pas d'accord, ils sont retournés dans les faits pour dire non, n'allez pas voter, si vous allez voter. Voilà. Quand c'est lui qui tout le temps est avec vous, quand vous voulez construire les écoles, quand vous voulez faire quelque chose, c'est lui qui vous soutient, vous êtes obligé de suivre ce qu'il vous donne. Et si lui n'est pas d'accord, il dit n'allez pas voter, sinon moi je ne vous donne plus rien. C'est comme on est en train de surfer sur l'analphabétisme et sur la misère de nos populations. Mais Emmanuel Rousseau, vous estimez qu'il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est quand même 5 ans qui se jouent dans moins d'un an. Oui. 5 ans, à la fois pour les législatives, et pour les communales, et pour la présidentielle. Totalement. Vous voyez, déjà, pour conclure en une phrase la précédente intervention, je veux juste dire que même en absence d'effervescence publique, la vie politique ne dort pas. Les partis politiques ne dorment pas. Pour venir à votre question, effectivement, et j'avais déjà dit au début de mon intervention que l'enjeu est doublement grand, tant pour les partis politiques, de la mouvance, de l'opposition, que pour les citoyens. Les citoyens, voyez-vous, en sciences politiques, on parle de cette théorie de la volatilité électorale du citoyen. Est-ce que le citoyen, déjà on parle des élections générales, donc comme vous l'avez dit, ils iront aux urnes le même jour pour voter. Enfin, déjà, heureusement, déjà que c'est le communal et législatif ensemble, et ensuite ils iront faire, même si communal et législatif scelle le sort directement d'avril. Ça scelle le sort d'avril. Le schéma peut sceller le sort d'avril. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au-delà des partis politiques, les citoyens aussi, puisque le citoyen, il a dit, on a une population peut-être à majorité analphabète, le citoyen qui est habitué à voter, il peut dire bon, je vote pour Tantampion, mais l'autre parti quand même aussi, lui il connaît il est de chez ma maman. Bon, pourquoi ne pas? On parle de membres de parti politique, d'un citoyen, membre de parti politique peut venir diviser sa voix. Parce qu'il a déjà dit, mais pour les maires, j'ai déjà élu ceci. Pourquoi pas le deuxième bulletin? Bon, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut que quand même, j'ai pitié d'eux, quoi. Je vais faire moitié-moitié. J'aime quand même les propos de telle personne, telle personnalité de l'opposition. Je mets. Donc, bref, c'est pour dire qu'avec la théorie de la volatilité électorale et tout ce qu'il y a quand même un travail, un enjeu. Comme vous l'aviez dit, ils vont désigner des gens qui vont sceller leur destin pendant 5 ans. Et pour une première fois, c'est pas comme si des élections seront échelonnées, c'est ensemble. Donc, je crois que, bon, la Sénat hier, d'autres acteurs, organismes publics et internationaux sont en train quand même de former des citoyens. La fois passée, j'ai vu une formation des femmes leaders pour pouvoir, pour les élections. Ils ont clairement mis pour les élections de 2026. Et donc, je pense qu'il faut animer aujourd'hui une conscience citoyenne pour qu'ils comprennent l'enjeu tel que vous l'aviez soulevé et qu'ils sachent ce qui est attendu du citoyen. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de trop mettre le cap sur les partis politiques. On est en train de trop mettre le cap sans savoir même et on oublie même le roi, le faiseur de roi. On oublie le citoyen. Quelle est la place du citoyen dans tout ce système? Mais pour vous, l'enjeu de 2026, c'est lequel? Est-ce que vous pensez qu'on tend, je l'ai déjà posé à quand même beaucoup de personnes, je ne sais pas ici, est-ce que vous pensez qu'on tend vers des élections où l'enjeu sera d'élire celui qui aura le meilleur projet de société, ou on va vers probablement un vote en faveur de l'un ou de l'autre, parce que certains estiment par exemple que 2026 sera un duel talon-yaya encore? Mais merci. Je pense qu'une fois encore, c'est aux citoyens de sceller ce sort. C'est aux citoyens de décider. Et cette fois-ci, de façon de ne pas utiliser les considérations, comme on le dit, les considérations ethniques, les considérations de voter sur l'idéologie et de voter en fait en fonction des projets de société. Et non de ne pas voter en fonction des émotions. Bon, telle personne a tel fait, bon, le mieux c'est de balancer ici. Quand on vote en fonction des émotions, après, parce que le citoyen, c'est lui qui subit la gouvernance. Il est gouverné. Donc, il est gouverné. Donc, quand je sais que je vais t'élire pour que tu puisses me gouverner, il faut que je puisse au moins comprendre. Je ne dois pas voter pour toi forcément à cause des affinités. Parce que après, si ton projet de société n'est pas concret et tu n'as pas d'idéologie que je comprends très bien, je pense qu'il y aura problème. Donc, d'abord, c'est aux citoyens, il y a des partis politiques qui vont mieux faire connaître les idéologies, mais aussi les citoyens d'être éduqués beaucoup plus, d'être renforcés. On va renforcer les capacités des citoyens pour qu'ils comprennent les enjeux, exigent des partis politiques, des politiques, des projets conséquents. Et ensuite, je pense que l'enjeu sera de taille. Et les citoyens vont jouer un rôle essentiel pour départager et ils peuvent voter, comme vous l'aviez dit, ils peuvent voter sur la base des émotions ou sur la base de telle personne, on veut telle personne cette fois-ci. Mais ils doivent voter en fonction des projets politiques. Afol Moïse Soudé, c'est la même question pour conclure. Non, écoutez, depuis 90, mais avant 90, j'ai voté pour toutes les élections. Je n'ai raté aucune élection. Bravo, bon citoyen. Je n'ai raté aucune élection. Qui c'est qui a le temps de lire le projet de société de quelqu'un? Personne. Même les membres, ceux qui suivent les candidats, ils ne lisent pas. Ils ne savent pas de quoi ça parle. Même ceux qui suivent les candidats. Ils savent pas. C'est quand même grave. On se base sur les émotions, sur les affinités, sur les intérêts. Pour dire, les accointances incestueuses. Donc c'est ça qui est le problème. C'est ça. Parce que, écoutez, les gens ont commencé par faire des tours dans leur village. Ils ont commencé par faire des tours dans leur village. Ils ont commencé par être gentils. Vous allez voir bientôt, pendant les vacances, ils vont organiser des compétitions de football, ils vont organiser des coups de vacances. À la rentrée, ils vont offrir des cahiers. C'est la routine. C'est la routine. Donc, ce que j'appelais routinisation. Non, vous avez développé toute la théorie. C'est la théorie, ça. Sur le terrain, c'est autre chose. J'ai fait la communication politique. On enseigne autre chose, mais sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Écoutez, le président Patrice Talon, il maîtrise les deux parties de la mouvance. Ils peuvent être les plus intelligents, il les maîtrise. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'il a dit. C'est ça la réelle politique. Parce que je vous ai créé, vous dépendez de moi. Aujourd'hui, jusqu'à 2026, seul Patrice Talon a encore la possibilité de donner des postes de responsabilité. Et on parle de listes. Qui va élaborer les listes? Les gens se sont plaints ici. Qui va élaborer les listes? Si ce n'est pas les leaders. C'est celui qui détient le pouvoir. Vous envoyez aux listes, on balle, non? Les gens se sont vus sur la liste de la députation sans en avoir exprimé le besoin. On dit que dans son coin, il est bon, on le prend. Ou bien il est bon, il devient deuxième sur la liste pour nous permettre d'avoir le premier et le deuxième. Donc, les gens sont dans les partis politiques, ils ne lisent pas les textes, ils ne connaissent pas le fonctionnement des partis politiques. Pour eux, il faut être élu. Écoutez, les députés sont à l'Assemblée nationale, 109. Vous allez me dire que depuis qu'ils sont là, toutes les lois qu'ils ont votées prennent en compte les besoins et les desiderata des populations. Ah non. Ah non. Comment non? Ils sont des élus du peuple. Ils sont des élus du peuple. Est-ce que toutes les lois qu'ils votent là entrent en ligne de compte des aspirations du peuple? Donc je dis une chose, il faut revoir
les mentalités. Et la première des choses, il faut qu'on ait des lois qui évitent des élections Wahala, comme disent Moumbouti. Et je dis, il ne faut pas toujours penser à soi ni au présent. On légifère pour l'avenir. Et quand on a expérimenté des lois sur plusieurs élections, un homme politique qui ne pense pas à ses intérêts, on s'assoit, on dit, il y a eu tel problème. Toutes les lois sont corrigibles. Et je dis, il y a un délai pour corriger les lois. Qu'on soit de là. Parce que la difficulté, c'est quoi? Oui, la mouvance d'aujourd'hui peut devenir l'opposition de demain. Et il sera difficile à cette mouvance de devenir opposition de dire certaines choses parce que c'est vous qui avez doté le pays de ces lois-là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on sait que la mouvance devenue opposition migre encore vers l'opposition devenue mouvance, et donc il y a toujours certains ne savent pas qui se mord la queue. Il va falloir qu'en matière de loi, en matière d'élection, que nous allions, qu'on évolue. Parce que parfois, les populations sont là, ils ne maîtrisent pas le candidat. C'est les intellectuels, ils viennent leur dire, lui, il est bon, il peut faire le travail. Et la population dit, nous, il est dehors, mais il a voté. En tout cas, vous connaissez si bien les nôtres aussi. Une fois après les élections finies, on dit, les élections sont terminées. Les promesses électorales n'engagent que... C'est que les 20% vont régler. Merci à vous, Alphonse Moïse. Mais il y a un détail, il a dit que c'est les élections de janvier qui vont déterminer les élections d'avril. Je suis d'accord. Mais si malheureusement, après les législatives, on n'a pas de parlement, moi je veux que les gens... Pourquoi vous refusez ce schéma-là? Pourquoi vous refusez ce schéma qu'on puisse ne pas avoir... C'est qu'il n'y a pas de parti. Je rappelle que vous êtes... Les gens sortent et vous avez vu la sortie de Odin à la Tatine. Il a été clair, il a dit ça peut arriver qu'on ait un parlement monocolore, opposition ou mouvance. Pourquoi vous refusez ce schéma-là? Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous étiez face à un autre analyste politique, Emmanuel Dulac-Roussou. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro d'émission de Info Hebdo, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres.